Bien, alors moi, donc Pierre-Laurent Massour, je suis coprésident du congrès, et j'ai le plaisir donc de vous parler de l'imagerie de l'athlète master. Alors quand j'ai proposé le thème au comité d'organisation, on m'a dit ah oui, les athlètes master, c'est les centenaires qui font du vélo. Alors non, ce ne sont pas les centenaires qui font du vélo. Pour le SC, un athlète âgé, c'est après 65 ans. Et les athlètes âgés, on en parlera d'ailleurs au CNCF au mois d'octobre, si ça vous intéresse. Un athlète master, c'est un athlète de plus de 35 ans. Donc là, vous avez des exemples bien connus. Djokovic, 36 ans, qui vient de gagner Roland-Garros. Et puis c'est surtout la masse des athlètes du dimanche et un peu de la semaine, des marathoniens, des cyclistes qui font du sport parfois à très haute intensité. On voit que là, sur le marathon de Paris, où il y a quand même 60 000 participants, la moyenne d'âge est de près de 40 ans. Un tiers des plus de 55 ans courent plus de 3 heures par semaine, ce qui est tout à fait significatif, évidemment, en termes d'activité physique, et extrêmement bénéfique, comme vous le savez. Sur la plus belle course du monde, le Marseille-Cassis, où il y a un petit peu moins de participants, si vous allez sur leur site, vous verrez que la plupart des athlètes sont des athlètes master, puisqu'ils sont sur la tranche d'âge 36-45 ans. En France, quelle est la réalité des chiffres, il y a 16 à 17 millions de licenciés, comme vous le savez, sportifs. Les 2 tiers sont des hommes, notamment sur les disciplines olympiques. Et en ce qui concerne l'âge des licenciés, si l'on exclut les scolaires, là, vous voyez que les athlètes master, là, 35-65 ans, représentent la majorité des athlètes masculins et féminins. Pour autant, dans la littérature, si vous allez voir sur PubMed, la publimétrie, vous allez voir que les gens sont intéressés essentiellement aux athlètes jeunes, aux athlètes élites, ceux qu'on voit quand même très rarement dans notre cabinet ou dans notre service, et quasiment pas du tout aux athlètes master, ou très peu. Pourquoi ? Parce que les élites, c'est le remodelage, le cœur d'athlète. C'est aussi des populations qui sont peut-être plus faciles à étudier sur le plan expérimental. Donc plus de papier. Et pourquoi les jeunes ? Parce qu'il y a toute la problématique de la mort subite. C'est ce qu'avait bien montré Éloi Marie-Jean dans son papier dans Circulation il y a 10 ans. C'est la catégorie jusqu'à 35 ans, c'est celle qui paye quand même si les événements sont rares, le plus lourd tribut par rapport à la mort subite, par rapport à la population générale. Alors, quelle est la place de l'imagerie de l'athlète master ? Quelle est la place dans le dépistage, dans le screening pré-participatif ? Donc ça vient en liaison avec la présentation d'Alain, et ça lancera la présentation de Dominique Marzial tout à l'heure sur la fibrose cardiaque, vous verrez un petit peu. Et on va parler du cœur de l'athlète master aussi. Est-ce qu'il y a un dommage cardiaque chez ces athlètes qui ont plus de 35 ans, qui ont fait du sport toute leur vie ? Est-ce qu'à terme, le sport peut induire un dommage cardiaque ? Bon, vous savez qu'en France, alors ça date un peu, maintenant ça s'est pas du tout simplifié, on vient de le voir dans le DPC, que pour une licence sportive, jusqu'à l'an dernier, il fallait un certificat médical exigible tous les 3 ans avec un auto-questionnaire dans l'intervalle. Maintenant, c'est plus qu'un auto-questionnaire, ou sinon ça dépend des fédérations ou du type de sport qu'on va réaliser, donc pas d'imagerie bien évidemment. Les recommandations de la SFC, c'est un ECG périodique jusqu'à 35 ans. Dans l'armée, on continue après, mais pas non plus d'imagerie à ce niveau-là. Si vous allez sur la recommandation de l'ESC concernant la cardiologie du sport, vous allez voir des très beaux dessins comme ça qui ne vont pas beaucoup vous aider. Alors vous allez dans le texte du coup, et vous allez voir qu'on va vous dire que les données chez l'athlète de plus de 35 ans sont extrêmement limitées, et il n'y a pas de screening tout à fait recommandé. On vous dit simplement qu'il faut c'est du bon sens, c'est tout à fait vrai, se concentrer sur les facteurs de risque de coronaropathie, d'athérosclérose. Très bien. Bon, alors, est-ce qu'il y a des sociétés savantes qui ont édicté des recommandations spécifiques pour l'athlète master ? J'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé une au Canada, il y a quelques années, qui vous disent que l'imagerie cardiovasculaire chez l'athlète master, c'est pas une imagerie de première ligne, c'est coûteux, c'est pas forcément disponible. En plus, il y a une exposition aux radiations, avec l'essor légitime du scanner cardiaque. Bon, finalement, il n'y a pas vraiment de place légitime, en tout cas en première intention, et vous pourrez quitter cet amphithéâtre tout de suite et aller profiter des spécialités marseillaises. Mais vous savez que dans la réalité de votre pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Un athlète master, vu son âge, au-delà de la coronaropathie, est soumis à un certain nombre de pathologies dont la prévalence va augmenter avec l'âge, les arythmies, l'HTA, les cardiomyopathies à ne pas oublier, les pathologies de l'aorte.
Je reviens un petit peu sur la mort subite. Classiquement, avant 35 ans, c'est les cardiomyopathies, les canalopathies. Après, c'est la coronaropathie. Vous avez tous vu ces camemberts, ces études. C'est pas si simple que ça. En fait, c'est faux. Ceux qui paient le plus lourd tribut aux cardiomyopathies, c'est justement les athlètes masters. En termes de mort subite, c'était une modélisation d'André Lagerche, qui a publié il y a 10 ans maintenant. Alors certes, évidemment, les coronaropathies sont très fortement représentées dans cette population d'athlètes masters, mais c'est aussi l'âge où on meurt le plus de cardiomyopathie. J'en veux pour preuve que d'ailleurs le diagnostic d'une cardiomyopathie aujourd'hui se fait de plus en plus tard parce qu'on a un accès beaucoup plus large à l'imagerie et donc on en dépiste beaucoup plus et notamment chez des gens, des seniors. Pour une CMH en Amérique du Nord en tout cas c'est 51 ans la moyenne d'âge au dépistage. C'est dommage qu'il n'y ait pas Gilbert parce que sur le registre français de la non-compaction qu'il tient, on a fait faire des thèses etc. C'est 48 ans. Et les CMD, vous savez bien qu'on les dépiste en général entre 30 et 50 ans. Donc on est en plein dans la cible de ces athlètes-là. Alors, quelle est la place de l'imagerie maintenant ? Il y a des recos pour les adultes jeunes, ça c'est une reco de Bagish de Boston dans le Jays il y a 3 ans. Bon, évidemment, s'il y a une anomalie clinique, une anomalie d'interrogatoire ou une anomalie électrocardiographique, vous allez directement à l'échocardiographie, vous n'y allez pas d'emblée, il faut bien sûr des arguments préalables, et puis il vous dit que si l'écho est strictement normal, vous n'allez pas plus loin, il n'y a pas de souci. C'est absolument faux. Une myocardite, vous pouvez avoir une écho strictement normale et un ECG dégueulasse, et je vous conseille sincèrement d'aller plus loin et de demander une IRM. Bon, évidemment, s'il y a des anomalies, l'imagerie derrière, que ce soit un jeune ou un master, elle sera multimodale. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, tout le monde connaît ça parfaitement, et c'est même plus d'ailleurs, les difficultés diagnostiques ne sont pas si importantes que ça, notamment avec l'apport de l'IRM. On y reviendra certainement tout à l'heure. Bon, ok. Pour les cardiomyopathies, quel est le problème par rapport au dépistage de la maladie coronaire chez le sportif master, qui est quand même le plus exposé? On l'a vu dans la modélisation tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a beau être un athlète, un marathonien, un cycliste très entraîné, on n'est pas forcément indemne de facteurs de risque cardiovasculaire. Dans ce registre d'athlètes master de la région de Boston, il y avait quand même 600 athlètes. Bon, 2 tiers sont des hommes qu'on a dans la plupart des études en cardiologie du sport, moyenne d'âge 50 ans. Vous voyez que vous avez près de 30% qui ont des antécédents familiaux. Ce n'est pas le sport qui va vous dédouaner de cette épée de Damoclès. Et il y en a toujours qui fument un petit peu, 20-25%. Il y a les dyslipidémies, l'hypertension, évidemment, dont on sait qu'après 35-40 ans, ça va commencer à devenir de plus en plus important. Et puis, il y a les gens qui font de l'exercice physique, du sport, et qui ont une cardiopathie, qui ne le savent pas forcément d'ailleurs. Alors vous avez tous vu ces travaux de Molenkamp qui ont jeté un peu un pavé dans la mare chez des marathoniens où ils avaient des scores calciques finalement plus élevés que le groupe contrôle, avec d'ailleurs des événements certes rares, mais ils ne sont pas totalement protégés d'un événement coronaire. Ça a été montré par d'autres après. Je pense que Molenkamp, il est à Duisbourg, il a quand même une population à risque. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'il a publié sur la fibrose aussi. Bon, bref, en fait, ça a été montré chez le marathonien, tendance à des calcifications coronaires plus importantes, mais pas chez la marathonienne. La marathonienne, c'est l'inverse, moins fait d'activité physique, les femmes moins infos d'activité physique et finalement plus leur score calcique est élevé. Ça n'a pas été montré forcément dans d'autres sports que le marathon. Je reviens sur ce travail qui est tout chaud, qui vient d'être publié il y a quelques semaines dans l'European Heart Journal. C'est très intéressant parce qu'il s'est intéressé à la nature des plaques. On imagine que le sportif a des plaques qui sont stables, qui ne sont pas à risque. C'est faux. Cette équipe a comparé donc des sujets contrôle avec des sportifs de longue date qui ont fait du sport toute leur vie, des masters, avec plus de 55 ans, vous voyez, de moyenne d'âge, et surtout une catégorie à laquelle personne ne s'est vraiment intéressé jusqu'à présent, c'est ceux qui se mettent au sport sur le tard, ce qu'ils appellent les late onset en violet ici. On voit qu'il y a plus finalement de plaques coronaires dans les populations d'athlètes que dans les populations contrôle. Cela dit, c'était quand même une population contrôle, ils avaient une VO2 moyenne à 122% de la théorique. Donc c'était quand même des contrôles sains, indemnes de facteurs de risque cardiovasculaire et probablement pas si sédentaires que ça. Alors que disent les recommandations ?
Il y avait ces recommandations qui étaient bien pratiques parce que très simple. On fait un test, il y a une suspicion de coronapathie. 2015, on fait un test. Je passe rapidement sur l'épreuve d'effort, on en a déjà parlé. On va plutôt directement à l'écho de stress, l'écho d'effort. Et puis, en fonction, on stratifie, on va à la coro ou pas. En 2020, on a rajouté le niveau d'activité physique, on a rajouté une étape dans l'évaluation pré-test, pourquoi pas. Et puis après, on vous lâche le choix, soit vous faites un test d'effort, soit une imagerie fonctionnelle, soit un scanner. Ça ne vous aide pas beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on vous dit quand même qu'il faut mieux faire une écho d'effort parce que c'est pas irradiant, il n'y a pas besoin de perfuser le patient, c'est très bien, mais où est la référence? Il n'y a pas de référence chez l'athlète. On sait que le cœur d'athlète, c'est pas évident, le CG de l'athlète, c'est pas évident. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le niveau d'effort, lui corrélé depuis longtemps, ici un équivalent métabolique au pronostic, plus le niveau d'effort est élevé, plus le pronostic est bon, que l'écho d'effort a l'avantage de stratifier en termes de charge ischémique le pronostic également. Ça a été retrouvé dans un registre anglais de 5000 patients publié récemment que je vous engage à lire, très intéressant sur l'écho de stress. La place de l'IRM d'effort reste confidentielle. Personnellement, je n'en fais pas. Je connais personne qui fait de l'IRM d'effort, intimement en tout cas, mais j'ai vu des publications extrêmement intéressantes et suffisantes que l'effort soit fait à côté de la machine ou dans la machine avec des ergomètres magnétiques. Alors voilà un autre papier qui vient jeter un petit peu un pavé dans la mare, c'est ce travail de Barbara Morrison au Canada, c'est les mêmes qui a fait les recommandations canadiennes que vous avez vues tout à l'heure. Donc c'est un travail qui a perdu un peu de temps parce qu'il y a eu le Covid, c'était sur 5 ans, ça a commencé en 2015, donc c'était basé sur les recommandations nord-américaines de 2015, le screening, et il y avait un suivi annuel assez rapproché quand même de près de 800 athlètes master, 55 ans de moyenne d'âge. Et en faisant des scanners assez librement, finalement, ils ont quand même trouvé 60 coronaropathies, alors essentiellement non sténotiques quand même. Mais surtout, il y a eu 10 événements cardiovasculaires majeurs, donc 2 morts subites, 5 infarctus, 3 AVC. Et aucun de ces patients-là n'avait été prédit par les tests fonctionnels réalisés préalablement en suivant les recommandations. Donc, dans la même revue, il y a l'éditorial de l'équipe de Rome qui dit que finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des tests fonctionnels? On n'a pas forcément la certitude quand on voit ces résultats. Il y avait des biais quand même, donc voilà, c'est à modérer. Mais eux, ils sont cash et ils disent, il y a un risque intermédiaire ou un risque de coronaropathie, on va directement au coroscanner, sans jeter forcément aux oubliettes les autres tests. Mais pourquoi pas, Place du score calcique, on ne s'était pas du tout concerté avec Alain, plutôt pas. Moi, c'est ma position, j'en fais quasiment jamais, sauf quand le patient est vraiment imperfusable à la rigueur, mais bon, ce qui est exceptionnel. Et Bagish, qui est le pape on revient sur le pape de la cardiologie du sport, donc à Boston, là, aux États-Unis, ne fait pas non plus de score calcique en routine dans une mise au point qu'il a fait récemment. Donc quelques diapos je passe du screening préparticipatif là au cœur d'athlète. Est-ce qu'il y a des données chez l'athlète master, notamment endurant? Il y en a très peu. Déjà pour faire un cœur d'athlète, il faut faire beaucoup d'activité physique, donc au-delà de 6 heures par semaine au-dessus du seuil, vous le savez. Pendant au moins 6 mois, vous savez aussi qu'il y a un déclin physiologique de la VO2 max chez l'athlète après 25 ans, en gros 1% par an, même si ça s'aggrave après 50 ans. Pour autant, ça ne grève en rien les performances des athlètes masters, même sur les épreuves les plus exigeantes comme l'Ironman d'Hawaï, où finalement, depuis 85 que cette épreuve existe, les tranches d'âge les plus élevées sont de meilleur en meilleur avec les années. Il y a de plus en plus de finishers. On a vu arriver dans la littérature depuis une dizaine d'années des papiers assez inquiétants sur les effets adverses, le dommage cardiaque d'un exercice notamment endurant à haute intensité pendant de longues années. Et ça vient initialement des travaux de la même équipe qui avait trouvé des scores calciques élevés, de Molenkamp, qui a trouvé de la fibrose chez des marathoniens qui est indemne de facteurs de risque cardiovasculaire par ailleurs, et indemne de coronaropathie d'ailleurs, d'après eux.
Bon, il y a des équipes qui ont proposé même des explications physiopathologiques tout à fait séduisantes sur des prédispositions génétiques à faire de la fibrose sous contrainte physique, des myocardites qui seraient passés inaperçus, des papiers inquiétants aussi sur l'arythmie ventriculaire, notamment du fait des contraintes VD répétées, sur la problématique de la FA du sportif. Vous savez, le sport endurant provoquerait beaucoup plus de FA. Bon, ça, c'est pas du tout sûr. Il y a un papier extrêmement intéressant qui vient d'être publié là, il y a quelques mois par Fabio Dassenzi, l'équipe de Sienne qui est extrêmement active en cardiologie du sport. Ils ont mis un holter, à des ultramarathoniens, ils ont fait l'écho avant-après, 2% de FA, 7% de SV, aucune modification des volumes atriaux avant-après, aucune modification de la fonction VG-VD et du strain avant-après. Donc ça, retour de balancier un petit peu, on remet un petit peu en cause ces dogmes là avec de certaines équipes qui disent qu'il y a une contrainte progressive et qu'il y a vraiment un dommage cardiaque. Est-ce que les athlètes seniors font plus de FA que les autres? C'est pas du tout sûr. Hein. Là, on n'est pas sur des micro-études ou sur des opinions ou des sentiments de certaines équipes de rythmologues, notamment qui ne voient pas forcément tant de sportifs que ça. Hein. C'est la Vasalopette, hein, c'est la plus grande course de ski de fond au monde, donc ils ont 200 000 skieurs de fond. Il n'y a pas plus de FA, hein, quel que soit le niveau d'activité physique chez les hommes, et il y en a moins chez les femmes à haut niveau d'entraînement, et de toute façon, il y a moins d'AVC dans les deux sexes. Donc pour terminer, 2-3 diapos sur le cœur d'athlète chez le master athlète. Il n'y a pas beaucoup d'études. La meilleure, c'est certainement celle-là. Non, je rigole, c'est la nôtre, mais c'est celle que je connais le mieux. Où nous avions pris donc 33 athlètes moyenne d'âge 47 ans versus 18 contrôles. On avait fait des IRM, des échos d'effort. On avait aussi dosé des marqueurs de fibrose, collagène, etc. On avait bien montré que, comme chez l'athlète junior, on va dire, il y avait quand même un remodelage tout à fait spectaculaire en termes de masse de volume ventriculaire atriaux. Nous n'avions pas retrouvé de fibrose en termes de rehaussement tardif, en tout cas chez nos athlètes. Un petit spot de fibrose chez un contrôle, ouais, comme quoi personne n'est à l'abri. On avait fait du strain à l'effort et on avait montré notamment, hein, pour rebondir sur la contrainte VD, que les athlètes avaient la capacité d'augmenter très très significativement leur strain VD, notamment sur la paroi libre à l'effort. Donc c'est plutôt rassurant par rapport à un éventuel dommage sur le ventricule droit à long terme, mais c'était que des marathoniens ou des triathlètes, essentiellement quelques cyclistes. On avait montré aussi, ce qui était intéressant, que les athlètes master avaient une fraction de volume extracellulaire qui était un petit peu plus basse que le groupe contrôle, alors qu'ils avaient un remodelage extrêmement important, des volumes beaucoup plus importants, des masses cardiaques plus importantes. Donc, vous savez, la fraction de volume extracellulaire, c'est un peu la fibrose qu'on voit pas au rehaussement tardif. Hein, c'est la fibrose interstitielle. Donc là, on a peut-être mis le doigt sur un facteur protecteur finalement de l'activité physique. Voilà, c'est peut-être un marqueur. Bon, d'autres n'ont pas forcément retrouvé ces résultats. Alors, ils ont trouvé les mêmes résultats sur la fraction de volume extracellulaire. Il n'y a pas vraiment de différence avec le groupe contrôle, mais ce travail pose question. Il y a quand même 17% de rehaussement chez des marathoniens, des triathlètes, pardon, hein, avec relativement jeunes, d'ailleurs de 43 ans. Ok, mais pas dans le groupe contrôle et surtout pas chez les triathlètes femmes. Bon, est-ce qu'il y a une spécificité masculine? Est-ce que ces gens étaient vraiment indemnes de cardiopathie par ailleurs? Je ne sais pas. Eux, ils ont corrélé cette fibrose à de l'hypertension d'effort et à l'historique de leur compétition. Avant-dernière diapo. Retenez une seule chose, c'est que s'il y a de la fibrose, mais bon, on va en reparler avec Dominique sur la présentation d'après à l'IRM, traquez quand même une cardiopathie, notamment une coronaropathie dans cette tranche d'âge. Ça avait été montré il y a une dizaine d'années déjà. Bon, en conclusion sur cette présentation sur finalement l'imagerie de l'athlète master, l'imagerie c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il faut passer toujours par une clinique et une analyse extrêmement fine de l'électrocardiogramme. Le screening des facteurs de risque cardiovasculaire, qui n'est souvent pas fait, hein, c'est ce qu'on disait en DPC tout à l'heure. Le remodelage de l'athlète master, finalement, c'est le même, on voit les mêmes choses que chez l'athlète plus jeune, donc rien de nouveau par rapport à ça, mais c'est tout à fait possible. C'est pas parce qu'on a 45 ou 50 ans qu'on ne peut pas avoir un syndrome de cœur d'athlète. Quant aux calcifications coronaires, à la fibrose, tout ce qu'on entend sur la dilatation atriale, etc., ne pas oublier qu'une image ne fait pas un pronostic, le plus souvent, quand même, et que de toute façon, ça ne saurait contrebalancer tout le bénéfice de l'activité physique sur le plan cardiaque, mais même sur d'autres plans, hein, moins de cancer, moins de problèmes locomoteurs à terme, etc. Je vous remercie.
Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vous laisse vous donc, poser quelques questions. On n'a pas beaucoup de temps, hein, on est déjà un petit peu en retard. C'est bien, on va rattraper le retard. Donc oui, comme il nous reste plus que moins de 10 minutes avant 11h, on va enchaîner avec Dominique Marzial qui va nous parler de fibrose, d'IRM et de sport. Et puis si vous avez d'autres questions ensuite qui vous viennent, vous pourrez solliciter Pierre.